Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous l'ouvrage qui a pour titre Lettre d'un Africain indigné à ses petits-enfants et autant. Son auteur, Kemoko Touré, nous fait le plaisir, il va nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est parti. Kemoko Touré, lettre d'un Africain indigné à ses petits-enfants. Grâce à mes parents et avec l'aide de mes maîtres d'école, je compris très tôt que le savoir qui découle de l'instruction est la seule arme de développement massif. Vos parents ont reçu de notre part le même héritage. Compte tenu des contextes dans lesquels vous évoluez, vous recevrez probablement cet héritage de vos propres parents. En fait, en parlant de vous, vous découvrirez que le hasard des alliances vous a conféré plusieurs nationalités et la possibilité de vous imprégner de plusieurs cultures. Monsieur Kemoko Oui, Touré, bonjour. oui, bonjour, je vous Hein, connais. on vous reçoit pour la deuxième fois sur le plateau, Merci évidemment. beaucoup, merci de m'accueillir. Pas parce qu'on vous aime spécialement, parce que vous écrivez beaucoup. Merci de m'accueillir. Allez, c'est cet ouvrage, Lettre d'un Africain indigné à ses petits-enfants et autant, est le quatrième ouvrage de Kemoko Touré. Et effectivement, donc il est publié comme les précédents d'ailleurs chez l'Harmattan Guinée. Ali, alors, cet ouvrage, il est un peu atypique. Oui, Hein, je c'est commence vrai, tout de suite c'est par vrai. dire ça. Et d'ailleurs, et comme toujours, hein, je veux dire, le titre est le premier, c'est vraiment le premier élément avec lequel on rentre en contact hein, Oui, pour un ouvrage. Et autant. Ça, c'est le titre. J'ai tout de suite, hein, avant de vous donner la parole, enfin, oui, oui, pour vous donner la parole, oui, j'ai tout de suite envie de vous poser la question suivante. Hein. Ça, j'étais pressé de vous avoir sur le oui. plateau pour poser la question. L'être d'un Africain indigné à ses petits-enfants. Et autant. Pourquoi sauter les enfants pour aller s'adresser aux petits-enfants? C'est vraiment la petite question tout de suite. Vous adressez cette lettre aux petits-enfants et aux enfants. Parce que mon analyse de la situation africaine, à laquelle la Guinée n'échappe pas, me fait penser que, en ce qui concerne mes enfants, c'est aussi trop tard. Ah oui, à ce point. Oui. Donc c'est un cri de désespoir. D'accord. Allez, donc un cri de désespoir, hein, donc formulé sous forme d'une lettre. Hein, ben, je pourrais même me permettre de dire d'une lettre rédigée sous forme d'une lettre ouverte, Oui. carrément adressée aux petits enfants, parce que les enfants, en tout cas toute la génération des enfants, en gros, c'est perdu pour eux. Ils feront ce qu'ils pourront, mais je ne pense pas qu'ils feront beaucoup avancer. La situation Non, parce que la base n'existe pas. pour eux. Pour eux, oui. Il s'agit Eux, oui. d'une Eux, oui. génération sacrifiée Mais eux, alors. c'est une petite minorité. Des enfants comme les miens, c'est une petite minorité. Ce sont des enfants de privilèges. Oui, Ce sont des enfants de privilégiés. Donc, moi, je conseille, ils ne font pas le peuple. oui. Et le pays se développe quand le plus grand nombre a accès, À des mais à la services. connaissance de qualité. Oui, Et aujourd'hui, nous n'avons pas cet enseignement de masse et de qualité. Et vous savez, je le dis quelque part dans le livre, pour former un cadre, oui, il faut 30 ans. Pour former un technicien, il faut 25 ans. Pour former un ouvrier d'aujourd'hui, il faut au moins 20 ans. Ça signifie que si nous voulons que quelque chose change dans 20, en 20 ans, 2050, 30 ans, oui, c'est nous maintenant. devons maintenant, pour les enfants qui vont à l'école maintenant, créer les conditions pour que le plus grand nombre ait accès à tous les échelons de la connaissance de qualité. Et cela n'est pas fait, n'est fait dans aucun pays. Il est différemment fait selon les pays. Les pays. Mais en ce qui nous concerne, nous avons encore un taux d'analphabétisme qui est un des plus élevés au monde. Un constat amer, mais qu'est-ce que vous voulez, mesdames et messieurs? Ben, on en parle justement dans cet ouvrage. Je disais que l'ouvrage était atypique en cela parce qu'effectivement, rédigé sous forme de lettres ouvertes, alors que Oui. vous auriez pu le faire autrement. Mais, et puis, surtout, il est tout petit. Oui, On le lit d'un trait, voilà. effectivement, Oui. comme une lettre, mais effectivement, on ne le digère pas d'un trait. Et ça, je m'en suis aperçu justement en le lisant, parce qu'effectivement, chaque phrase, chaque paragraphe,
chaque passage vous envoie à quelque chose qui vous-même vous fait réfléchir et qui peut-être même vous pousse. Parce qu'effectivement, dans l'ouvrage, on s'aperçoit aussi que vous êtes quelqu'un qui est très attaché à la culture, il y a, à l'histoire surtout. Il en est beaucoup question, vous en parlez, je veux dire, même de façon très répétée, pour ne pas dire en insistant là-dessus. Et puis comme pour tous les ouvrages, vous commencez toujours par des citations. Là, il y en a une, mais qui est très forte et très profonde. Donc, justement, nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. Oui. Donc, de Sénèque. Et ça, c'est très fort. Je veux dire, vous commencez sans. Il n'y a pas d'avant-propos, il n'y a pas de préface. On saute complètement, on saute tout de suite là-dedans. Mes chers petits-enfants, il s'agit d'une lettre. Oui. Et évidemment, comme vous savez, l'émission Parenthèse est un espace d'échange. Vous savez, l'émission n'a pas que vocation pour dire tel livre il est bon, il est bon. Oui, bien sûr. S'il y a des passages où on Bien ne comprend sûr. pas ou qu'on n'est pas d'accord, Oui. justement on échange avec vous. C'est pour ça qu'on est content que vous soyez là. Et une des remarques tout de suite pour cet ouvrage-ci, c'est que c'est vous qui avez choisi de le présenter comme ça. C'est une lettre que vous écrivez à vos petits-enfants. Après, ça peut être les petits-enfants ceux qui ont l'âge de vos petits-enfants, pour tout le continent. Ça peut être ça aussi. Hein, mais je veux dire, pas forcément vos petits-enfants biologiques, si on l'a bien compris. Mais alors, de cette façon-là, on aperçoit des petits dialogues. Oui. Et moi, j'avoue que ça m'a. Je dis, mais voilà, c'est une lettre. Une lettre, en principe, on l'écrit d'un trait. Et puis, bon, on adresse à la personne ou aux personnes auxquelles on adresse la lettre. Mais, et ça, même au début, hein, on peut relever un passage où vous écrivez, et puis par moment, les petits-enfants qui répliquent, qui posent des questions. Et puis en ce moment, là, on vient dans un dialogue. C'est pourquoi, voilà, c'est une lettre, mais c'est en même temps un dialogue. On est un peu mélangé. Ben, c'est-à-dire que j'imagine les questions qu'ils vont me poser selon les rubriques que j'aborde. En fait, parlant de mes petits-enfants, il y a deux aspects. Je m'adresse à tous les petits-enfants de personnes de ma génération, d'une manière générale, en Afrique. Qu'on peut situer pour quel âge à peu près, en gros? Moi, je suis un mari tard, donc ce sont des 4, 5 ans, 6 ans. D'accord. Vraiment, tu es tout petit. Des petits, voilà, tout petits. Et le deuxième aspect, c'est que en raison du fait que j'ai vécu en Europe pratiquement toute ma vie, mes enfants sont mariés de manière mixte. Et mes petits-enfants sont assez clairs de peau. Oui. Vous le dites d'ailleurs que dans un passage très rapidement, pardonnez de vous couper, mais nous, c'est la passion. Enfin, c'est par le gré des hasards, les mariages, etc., eux, ils peuvent se fondre à cause de la couleur de leur peau blanche avec, dans l'environnement où ils sont. Mais voilà, je vous laisse continuer. J'ai envie de leur dire, vous vivez votre vie comme vous voulez. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi des origines africaines. C'est que votre souhait. Voilà. Et puis c'est frappant ça. Vous évoquez ce que vous souhaitez, mais en même temps, vous leur dites, dans tous les cas, votre vie, c'est la vôtre, vous la menez comme vous la construisez. Sans jamais l'imposer. J'essaye d'être en tout cas un homme de conviction, mais en même temps de respect de la liberté d'autrui. Ce n'est pas parce que ce sont mes enfants ou mes petits-enfants qu'ils doivent faire toujours ce que moi je veux. Ils vivront leur vie. Moi, mes parents sont morts. Aujourd'hui, je fais ce que je veux de ma vie. Donc, il faut toujours se dire que votre autorité a des limites, c'est votre mort. Donc, il faut quand même donner de l'autonomie aux personnes à qui vous avez donné naissance. Et aussi, on n'est pas propriétaire de ses enfants. On est juste le père ou la mère de ses enfants, on sont les parents. Les devoirs d'éducation ne sont pas propriétaires. On n'est pas propriétaire, mais c'est pas loin. Enfin, on est responsable aussi quelque part. Nous avons la responsabilité de les préparer à assumer leur vie. Mais nous ne sommes pas propriétaires. C'est-à-dire que
nous ne pouvons pas les vendre. Oui, c'est vrai, Nous ce ne pas pouvons des pas objets non ce plus. ne sont pas des objets, nous oui. ne pouvons pas leur imposer Mm. tout ce qu'ils doivent faire. Nous devons les guider. Même si on sait que c'est, même si de par expérience, vous avez Oui. une riche expérience, Oui. un enfant peut choisir une option dont par Vous lui donnez inexpérience. votre avis. Vous lui donnez votre avis. Moi, j'ai des enfants qui ont eu des orientations différentes. Oui. Et je leur ai toujours dit, ce que je vous demande, c'est d'avoir la culture de l'excellence. Et je comprendrai parfaitement que l'un d'entre vous ne soit pas doué Oui. pour les études théoriques, Oui. voyez. Mais si vous êtes doué, si vous êtes un manuel, que vous voulez être un plombier, je vous demande simplement de travailler à l'excellence dans ce que vous allez faire, voyez. Puisque là, il n'y a pas d'autre solution. Ce sont les meilleurs qui sont reconnus. Oui. Voilà. Là, c'est un avis que je leur donne, de mon expérience. Maintenant, s'il y en a un ou une qui est d'accord pour rester au ras des pâquerettes, c'est son choix. Il vivra sa vie. Moi, je ne serai plus là. Oui. Et il en tirera les conséquences. Mais il y a des gens aussi qui ont commencé comme ça et qui ont fini plus haut que ceux qui ont commencé très haut. Oui. Moi, j'ai un fils qui est diplômé de la plus haute école d'ingénieurs de France, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera mieux que les autres, qui ont fait de bonnes écoles aussi, mais des écoles moins prestigieuses. Oui. Vous voyez, donc, je donne mon avis, je donne mon conseil de parents, Oui. et de parents avec une certaine expérience. Mais je n'impose pas. Mais je n'impose pas, non. Si c'est. Oui. Voilà. Oui. Je ne suis pas propriétaire de mes enfants. Vous voyez que j'ai un petit problème avec. Non, je mais. suis éducateur de mes j'entends, enfants, mais je ne suis pas propriétaire. Oui, Je ne c'est suis vrai. pas propriétaire. Oui. Et c'est cet instinct de propriété d'ailleurs, et c'est un petit peu l'objet de ce livre aussi, se prolonge. Parce que lorsqu'on se sent propriétaire de ses enfants, on se sent propriétaire aussi des responsabilités que l'on vous confie, même sur dans le domaine public. Quelqu'un qui devient président, c'est son propriétaire du pays, propriétaire des populations. On n'est pas propriétaire. Nous sommes là pour gérer, pour aider, et pour faire notre part de travail, pour aider le pays, les populations à progresser. Oui. Et cet instinct de propriété est un instinct qui se ressent dans notre culture. Cet instinct de propriété est un instinct que l'on retrouve même chez les dirigeants. Vous voyez, et qui, écoutez, je vais vous dire, je ne vais pas anticiper sur vos questions, mais allez-y. je vais vous dire une chose. Oui. Deux petites choses seulement. Allez-y. Ce matin, en venant chez vous, j'ai vu qu'au Burkina Faso, ils ont fait une grande statue du regretté Thomas Sankara. Oui. Figurez-vous que cette statue n'est pas ressemblante. Donc on l'a démontée, on l'a ramenée à l'atelier pour le travailler. C'est-à-dire qu'il faut que nous, Africains, nous apprenions aussi l'anticipation et le sérieux. Et on va la demander pour prendre la statue pour aller la retravailler. Ça, c'est symptomatique de la façon dont nous faisons les choses. L'anticipation, l'insuffisance de sérieux. Lettre d'un Africain indigné à ses petits-enfants et autant. On reviendra encore sur le titre, on en a parlé très rapidement. Oui. Donc vous étiez en train de parler de cet exemple avec je parlais la statue de de Sankara. situation symptomatique. Je disais que en venant, j'écoutais, enfin je regardais sur les réseaux sociaux, la statue de Thomas Sankara, oui. Qui est un symbole de l'Afrique. On a fait une grande statue de lui dans son pays. Et la statue a été exposée, et puis tout le monde a trouvé que ce n'était pas ressemblant. Donc il a fallu démonter la statue et puis aller la refaire, vous voyez. Et je dis que ça, c'est un petit peu caractéristique de ce que nous sommes, Oui. Nous, Africains noirs. C'est-à-dire que anticiper, parce qu'il y a des mois qu'on travaille dessus. Oui. Peut-être qu'on n'a pas prévu suffisamment de temps. Et puis, il faut donner tous les éléments aussi, Oui. pour que la statue, avant de sortir de l'atelier, soit examinée, validée Oui. par un comité. Et puis, il y a le sérieux. C'est-à-dire travailler sérieusement. Et pas dire, bon, c'est à peu près, bon, bah, allez, ça va. Vous voyez? Ça, c'est juste un exemple. Le deuxième exemple, c'est un peu ce qui m'a aussi poussé à écrire ce livre, enfin, ce petit livre. C'est que quand j'écoute, depuis les années 60, tous nos responsables africains, j'ai l'impression que nous avons les meilleurs responsables de la planète. Ils sont tous extraordinaires. Ils veulent tous rester 20, 30, 40 ans au pouvoir.
Certains y sont restés même. Mais l'Afrique est où? Elle Quelle n'a pas avancée bougé. l'Afrique a faite? Où est-ce que ça a mené l'Afrique? Ça veut dire en fait que c'est plus la croyance d'individus qu'ils sont les meilleurs que l'adhésion à un véritable idéal de progrès africain. Vous voyez? Et c'est pour ça, si vous voulez, je me suis intéressé à l'histoire. Je ne suis pas historien du tout, mais je m'intéresse à l'histoire parce que je m'aperçois que souvent, l'insuffisance de culture historique fait que même les chefs africains, quand ils se rencontrent, ils ont du mal à partager quelque chose en commun. Je vous assure que l'Afrique serait aujourd'hui au niveau des autres pays. Vous voyez? Parce qu'ils s'entendraient très vite sur ce qui est important pour l'Afrique. Oui. Voilà un continent. Sur l'essentiel, en gros. Sur l'essentiel. Oui, Il ne s'agit pas ça. d'être d'accord sur tout. Mm. Nous ne sommes pas des machines. Mais si vous voulez, il y a un minimum sur lequel il faut s'entendre. Aujourd'hui, chaque pays africain, je parle d'Afrique noire surtout, Oui. a sa politique minière. Chaque pays africain a sa politique portuaire. Mais chaque pays africain ne représente rien aux yeux de gens qui viennent ici. Donc nous sommes incapables d'avoir une position commune. Vous voyez? On n'a aucune politique de défense commune. Pourquoi avons-nous chacun une armée? Nous pourrions avoir simplement une base constitutionnelle qui est reconnue par tous les pays africains et avoir une armée africaine qui garantit le respect de cette base constitutionnelle. Vous voyez? Mais cela suppose un amour profond pour l'Afrique, un amour profond pour les populations et un respect profond pour ces populations. Oui, et puis le partage de cette histoire commune. Partage cette histoire commune. Oui. Alors vous voyez, c'est le désespoir, c'est le fait que je suis impuissant, je me sens impuissant. Je suis un chef d'entreprise, bien qu'à la retraite, mais je suis un chef d'entreprise. J'ai l'habitude de travailler pour produire des résultats. Oui. Et là, je suis face à une situation où je me sens totalement incapable d'avoir un impact. Alors je dis, bon, moi je ne peux pas. Mes enfants, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut 30, 25 ans, 20 ans, ils ne pourront pas. Peut-être que mes petits-enfants pourront quelque chose. Quand je dis mes petits-enfants, mes propres petits-enfants et les petits-enfants des autres. Oui. Vous voyez? Oui. Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que c'est un cri du cœur. Oui. Il y a beaucoup de cris du cœur de la part de tout le monde. Oui. Mais je pense qu'il est vraiment temps que les responsables africains pensent, comprennent qu'ils n'iront nulle part s'ils ne créent pas des fronts communs. L'esclavage a enrichi l'Europe et l'Amérique. Oui. À l'origine, c'était la canne à sucre, c'était le sucre. Oui. Ça a enrichi la Hollande, l'Angleterre, la France, le Danemark. Tout à voyez? fait. Mais enrichi. Oui. Ça a duré 300 ans. 17e, 18e siècle, c'était l'apogée. Oui. Des millions, au moins 10 millions d'Africains ont survécu. Peut-être qu'il y a eu 30 millions au total. Oui. Eh bien, cette histoire-là, il faut la retenir. La colonisation, ce n'était pas par amour. Non. On ne tue pas les gens que l'on aime. Et les gens étaient tués pendant l'esclavage pour aller travailler. Oui. Ce n'est pas par amour. Non. C'est parce qu'ils étaient utiles. La colonisation, c'est la même chose. Vous voyez? Eh bien, nous devons retenir ces leçons de l'histoire pour... Et puis, excusez-moi, je n'achète pas mes phrases, mais si vous voulez, les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre. Oui. Et ce que je veux dire aussi, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des aventuriers qui viennent, par exemple, ils prennent une concession minière. Oui. Ils vont en Europe, ils empruntent de l'argent, ils viennent, ils ont une concession minière, et puis ils versent le droit du sol, 15% à la Guinée. Pourquoi on a imaginé une structure qui pourrait monter dans ses capitaux pour que la Guinée ait des proportions beaucoup plus importantes. Oui. Je parle de domaine que je connais un peu en Guinée. C'est la mine, c'est Sogipami. Oui. Oui. C'est un peu un organisme qui s'apparenterait à ce qu'est aujourd'hui Mubadala des Émirats. Vous voyez? Mais il faut donner
à cette structure, Une vraie stature. voilà, d'abord un véritable statut opérationnel sur le marché, lui attacher des concessions non encore attribuées qui peuvent servir de garantie pour qu'il puisse emprunter, mais lui donner aussi un véritable statut de société privée, comme à Mubadala par exemple pour les Émirats, et qui peut monter dans le capital des sociétés minières. Sinon, on va exploiter toutes les terres avec les 10 ou 15% de part de la Guinée. En sachant que ce n'est pas des ressources inépuisables. Et ces ressources-là, normalement, plus elles sont importantes, plus c'est important pour nous, puisque ce sont des ressources qui nous permettent de faire de l'autodéveloppement, de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, de l'élevage, vous comprenez? De l'éducation, financement de l'éducation. Nous nous privons de ressources pour financer ces choses. Et puis, il faut aussi arrêter de déifier l'argent. On dit, on va emprunter. Mais ce sont des billets qu'on emprunte. S'il n'y a pas un travail interne qui est fait pour compenser l'emprunt que l'on fait, on ne fait que compromettre et le présent et l'avenir. Donc c'est une nouvelle forme d'esclavage que nous sommes en train d'inventer, avec l'endettement permanent. Parce que celui à qui vous devez de l'argent vous imposera ces conditions pour la mise à disposition de vos matières premières. Et l'Afrique aujourd'hui est le seul vrai continent qui détient au moins 60 à 70% des matières premières nécessaires au développement industriel du monde. Mais nous n'avons pratiquement pas conscience. Nous sommes en train de nous battre dans nos micro-États pour gérer nos défenses vis-à-vis des mastodontes qui arrivent. Alors que même voilà les ce pays... qui m'a motivé pour faire ce cri du cœur. Allez, cri du cœur, d'ailleurs, effectivement, il faut en parler, parce que là-dedans, effectivement, dans cet ouvrage, vous avez pris le soin de prendre quelques exemples de développement. Même, on va dire, même de développement fulgurant, qui, à vos yeux, constituent en gros des exemples pour l'Afrique. Vous commencez par la Chine. Et la Chine, la Norvège. Singapour, la Corée, Singapour. Oui, parce que tous ces pays ont en commun une chose, c'est le taux d'alphabétisation. Ils sont presque tous à 100%. La deuxième chose, je vous ai dit, patriotisme économique. Ce ne sont pas des pays de dictature, ce sont des pays démocratiques, mais où les citoyens, à part la Chine, les citoyens travaillent. Oui, la Chine a un cas à part, c'est l'économie libérale, mais politiquement dirigée. Mais les autres sont des pays où les citoyens sont libres d'entreprendre, il y a une démocratie. Et qui, voilà. Mais imaginez, je prends le cas, on parle suffisamment du cas de Singapour, qui est un cas vraiment extraordinaire. Un pays de 700 km², vous voyez, qui avait $500 de revenus moyens il y a 50 ans, qui aujourd'hui a 51 000 ou 55 000 $. 55 000 $ par habitant. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont multiplié, ils ont plus de 55 000 $ aujourd'hui. Ils ont multiplié par 110 le revenu moyen de l'habitant de Singapour en 50 ans. C'est incroyable. Vous voyez? Nous avons toujours 500 $. Vous voyez? Donc c'est juste pour illustrer. Maintenant, je vais vous parler, Singapour c'est un peu particulier parce que c'est aussi le 3e pays au monde en produit intérieur brut par parité de pouvoir d'achat, après le Qatar et le Luxembourg. Un pays de 700 km². Vous voyez? Alors, je prends la Norvège. C'est un cas intéressant. La Norvège, c'est le pays des glaciers, des fjords, etc. Vous voyez? Mais ils ont beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz. Dès le début, ils ont décidé que les revenus de pétrole et de gaz serviront pour les générations futures. Ils ont plus de 500 milliards de dollars de réserves provenant du gaz et du pétrole économisés. C'est-à-dire c'est l'économie réelle qui nourrit les Norvégiens. Vous voyez? Le travail, la vision bien comprise, bien appliquée,
voyez, eh bien, ils ont au moins 500 milliards de dollars qui sont là et qu'on ne touche pas, auxquels on ne touche pas. Mais après, il faut revenir. Oui, il Vous faut le voyez? mettre. Et c'est cela aussi, si vous voulez, parce que quand on ne sait pas faire, il faut savoir copier. Hein? C'est ce que les Américains appellent le benchmarking. C'est-à-dire qu'il faut se comparer Oui. hein, aux gens qui font le mieux. Vous voyez? Mais nous ne savons même pas copier. Nous ne savons même pas copier. Et nous avons aussi un problème avec le long terme. Parce que quand quelqu'un prend le pouvoir, il pense qu'à sa réélection. Donc il n'y a pas de plan à 5, 10, 20, 30 ans Oui. que tout le monde va pouvoir suivre. Vous voyez, les Émirats arabes unis, ils ont décidé qu'à l'horizon 2030, ils n'auront que 20% de leur PIB qui proviendront du pétrole. Du pétrole. Tout le reste doit venir de nouvelles connaissances. Et tout le monde Donc suit on investit par rapport à fonction ça. de cela. En fonction Absolument. de cela. Ils avaient avant, vous savez, ils achetaient des barres d'aluminium. Oui. Ils assemblaient en aluminium. Ils sont aperçus qu'il leur fallait le cycle complet. Mais ils ont construit une usine d'aluminium. Ils n'ont pas de bauxite. Il leur fallait de la bauxite. Oui. Ils sont venus ici. En Guinée. Ils en ont acheté un peu à la CBG. Oui. Mais ils se sont rendus compte que acheter, ça ne suffit pas. Il faut, Il faut que nous-mêmes, nous ayons notre concession. Ils en ont une. Donc ils ont la chaîne. C'est ça qu'on appelle l'exécution d'une vision. Mais toutes les visions du monde s'effectuent au détriment de l'Afrique. Nous sommes le bout de chaîne Oui. qui ravitaille les visions des autres. Pourtant, nous n'avons pas de déficit d'intelligence, nous n'avons pas de déficit de capacité et de réflexion, nous n'avons pas de déficit de capacité d'action.